Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à la dernière de la saison d'Info Plus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. Les casiers sont à l'eau et la première pêche semble bonne pour les homardiers et crabiers gaspésiens. Halte gîte persona non grata à New Carlisle. Bilan de la campagne électorale et de l'élection libérale avec Bill Beaucire. En scène pour le 22e Festival du Trac à Passepébiac. Le théâtre La Petite Marée de Bonaventure en résidence de création pour un spectacle de marionnettes en 2015. Cathy Édith Lacroix nous jase de son premier roman contemporain, La vie selon Doux. Le conteur Patrick Dubois nous raconte son périple entre Carleton et Montréal sur le pouce. Et on vous présente la dernière capsule pour contrer l'abus envers les aînés. Tout d'abord, l'hiver rude a compliqué quelque peu le travail des pêcheurs ce printemps. Heureusement, depuis plus d'une semaine, la saison de la pêche au homard et au crabe est officiellement lancée dans la baie. Les homardiers des zones 20A, 20B et 21 ont 69 jours pour faire leur pêche avec 235 casiers à l'eau. La taille minimale du homard est fixée à 82 mm et dans le but de protéger le potentiel de recrutement et de réduire l'effort de pêche, la taille maximale du homard pris et conservé est à 145 mm dans la zone 20. On rappelle que depuis 2012, un système d'identification des homards de la Gaspésie a été mis en place pour permettre aux clients de mieux connaître sa provenance. Les pêcheurs bénéficient d'un meilleur prix qu'au début de la saison passée avec un 5,75 $ la livre comparativement à 5 $. Ce prix qui a rapidement chuté en 2013 pour finir à un prix moyen de 4,42 $. Deux facteurs sont responsables de cette hausse de 15 %. Le premier étant la dépréciation du dollar canadien vis-à-vis celui des États-Unis et le deuxième, celui d'une demande plus élevée du roi des eaux gaspésiennes. Le homard vivant d'1 livre à 1,5 livre se détaille en moyenne à 6,75 $ en poissonnerie, celui d'1,5 livre et plus à 7,25 $. Pour leur part, les crabiers sont sortis dans la nuit de mardi à mercredi dans la grande zone 12. La date d'ouverture a été retardée en raison des glaces persistantes au Nouveau-Brunswick. La zone 12 comprend toute la partie sud du golfe Saint-Laurent, dont la baie des Chaleurs. La municipalité de New Carlisle refuse qu'Altogite, un centre de réhabilitation en toxicomanie, alcoolisme et jeux compulsifs, s'installe dans sa cour. L'un des arguments apportés étant le manque de stationnement. Cette décision ne met pas le projet en péril, mais oblige les promoteurs à se chercher un nouveau lieu plus accueillant. Mélanie Chapadeau et David Grenier nous expliquent. Nous, on s'est assis quand même avec la ville, on a expliqué notre projet, on a fait une soirée d'information pour les gens, pour répondre à leurs questions, parce qu'Altogite, ça va être quand même, c'est fermé, c'est 24 heures, puis ils n'ont pas le droit de sortir comme ça, comme qu'ils veulent. Là. Il va y avoir toujours des gens avec eux pour sécuriser tout ça. Fait qu'on était là pour expliquer c'était quoi, puis on n'a pas reçu vraiment d'appel de leur part parce qu'il y avait 4 personnes qui s'étaient déplacées. Altogite a été mal interprété par la localité. Le message n'était pas clair, on n'était pas sûr c'était quoi ce centre-là. Le monde qui pensait que c'était une désintox, alors c'est pas vraiment une désintox. Le monde qu'on va accepter, ils ont déjà un cheminement thérapeutique d'entreprise. OK, donc si on devait l'expliquer en des termes clairs aux gens aujourd'hui, parce que là, on va chercher un nouveau site, une nouvelle ville, une nouvelle municipalité pour s'établir, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est quoi Altogite concrètement? Bien, Altogite, nous, selon notre mission, on est le seul organisme dans l'Est du Québec à offrir de l'hébergement longue durée. Ainsi, nous pouvons faire de la sensibilisation, ce qui est une lourde tâche, car la Gaspésie a été négligée depuis tellement d'années. On s'en souvient qu'on a déjà eu une maison de thérapie il y a une dizaine d'années, mais
entre ces 10 ans-là, il y a eu un gros laisser-aller. Donc, nous, on se doit de faire de la rééducation, du rattrapage, si on veut, là. On a même offert nos services pour entrer dans les écoles, pour faire de la prévention envers les jeunes. Puis la réponse, c'est long avant que ça débloque, là. C'est ça. On fait de la sensibilisation, de la prévention. On va faire du curatif suivi d'une réinsertion sociale pour tous les résidents qui vont avoir accompli avec succès leur thérapie. Donc déjà, les gens, quand ils sont arrivés, ont déjà suivi une désintox. Donc on ne voit pas l'image du gars qui shake puis qui a besoin de sa dope. C'est pas ça qu'on va... Le sevrage est déjà fait, là. On verra pas ça dans les rues là, entourant la nouvelle maison. Vous le disiez, j'ai vu les statistiques tantôt. Statistiques alarmantes quand même quand on regarde le taux de consommation vis-à-vis le restant de la province. On est au-deçà de ce qu'on devrait être là, dans les moyennes. Bien, c'est comme que je vous ai expliqué, on a comme du rattrapage à faire. Les gens ici en Gaspésie, ils prennent la consommation comme un mode de vie, mettons là, alors que ce n'est pas un mode de vie, c'est une problématique. À ce moment-là, vu que les ressources sont déjà existantes dans toutes les régions du Québec et on est la seule région qui n'offre pas ce genre de service-là, les statistiques ont comme pas le choix de suivre la tendance. C'est pour ça que les statistiques sont vraiment alarmantes, là, contrairement aux autres régions du Québec. Là, on parle de drogue, on parle aussi de jeu, parce que c'en est une en soi, le jeu compulsif. Les gens ont donné déjà, on a remarqué dans certains dépanneurs, certains commerces, des petites banques avec l'explication de tout ça. On a fait des événements aussi. Les gens ont donné. Certains seront peut-être inquiets de savoir qu'il y a du changement là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour rassurer aux gens qui ont donné et peut-être aussi encourager les gens à en donner d'autres? C'est ça. Nous, c'est important, là. Même si on change de localité, on va regarder quand même sur les chances, les possibilités sur le territoire où on va s'installer. Nous, on ne lâchera pas le projet parce que c'est important. On est conscient de la problématique, puis on veut offrir ce service-là aux gens. C'est pas seulement la personne qui a besoin d'avoir un suivi pour s'en sortir de ses problèmes, c'est aussi pour aider la famille, informer les jeunes, c'est pour tout le monde, cette ressource-là. C'est aussi, on pourrait dire, c'est suprarégional. Oui, c'est pour la Gaspésie, c'est la Côte-Nord, les îles de la Madeleine. On est tout seul, on a besoin de cette ressource-là. Puis on veut que les gens continuent, il ne faut pas qu'ils lâchent non plus, il faut qu'ils aient confiance en nous. En terminant, est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent? Parce que, bon, récemment, on s'est vu, entre autres, au spectacle de P.A. Méthode. Et d'autres choses qui s'en viennent pour Alto-Gîte? Oui, au mois de juillet, il va y avoir fort possiblement un lancement de livre avec M. Paul Hellman. C'est un écrivain, un cinéaste très connu du côté anglophone et du côté de la Nouvelle-Angleterre. Il y a environ 130 films à son actif, ainsi qu'une quinzaine de livres, je crois. On est supposé de faire un lancement de livre avec. À part de ça, c'est quoi qu'on... On a toujours nos tirelires présents sur le terrain, de Matapédia jusqu'à Percé, qui sont dans les bons commerces. Ensuite de ça, qui serait censé, là, un WIS militaire qui est supposé d'être en cours aussi au courant de l'été. Donc on surveille ça, on surveillera le babillard électronique de Télévague aussi là, pour les activités. Et on est surtout ouvert à recevoir des dons, que ce soit personnel, des entreprises du milieu, des commerces. Continuez de nous appuyer, c'est quelque chose qu'on tient à cœur, puis c'est nécessaire d'avoir cette ressource-là pour tous les gens qui en souffrent. S'il y a quelqu'un, des gens qui voudraient embarquer dans l'aventure, donner du temps, comment on procède? Comment on vous contacte? Bien, on a notre page Facebook. Tout le monde est quasiment sur Facebook aujourd'hui. Donc, ils ont juste à aller sur la page Facebook Alto-Gîte ou notre site web, ce qui est www.altogite.org. À ce moment-là, notre numéro de téléphone est là-dessus, puis ils pourraient nous rejoindre. Là. M. Grenier, Mme Chapado, merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Maintenant, le contenu de la dernière campagne électorale et l'élection elle-même a laissé plusieurs citoyens sur leur faim. Pour connaître son point de vue, j'ai rencontré Bill Beaucire d'Environnement vers plus. Bill Beaucire, tout d'abord, vos impressions sur l'élection générale 2014. Peut-être si on parle un peu de la campagne, est-ce que vous trouvez que l'environnement a été mis de l'avant, si on veut? Plutôt bien escamoté. On a très peu parlé. On a parlé des dossiers économiques pour leur impact économique, puis leur impact sur les votes que ça pouvait rapporter. Mais pour leur impact sur l'environnement, non, pas du tout. Et vous avez le résultat, les libéraux qui sont majoritaires, du côté d'Environnement vers plus, on le voit comment? Bien,
Un peu comme un gars qui descend au fond de la piscine, là, qui commence à manquer d'air. Quand il finit par toucher le fond, là il peut se donner l'air pour remonter. On est comme quasiment rendu là. Donc, vous voyez pas ça d'un bon œil. Ben, on pourra pas aller bien plus creux. Donc, c'est pas si mauvais que ça. Juste avant l'élection, on a les sujets, justement, qui touchent l'environnement, des projets, de l'argent qui a été débloqué, tout simplement. Si on parle de cimenterie, si on parle du pétrole, d'Anticosti, ce dossier-là qui, j'imagine, vous intéresse particulièrement. Du moins, on demanderait là aussi un bureau d'audience publique. Est-ce que vous pensez qu'on aura un bureau d'audience publique pour Anticosti, finalement? Je pense que les libéraux vont probablement privatiser ça, le bureau d'audience publique. On n'entendra plus parler de ça. Votre discours est quand même assez négatif, là. Oui. Ben, on est rendu là. Je veux dire, on s'est démené de toutes nos forces avec le dernier gouvernement qui se prétendait progressiste, puis on a remis la gang de bandits à leur place. C'est ça. On peut bien être négatif, là. Dans la population, n'empêche que les groupes environnementaux, est-ce que c'est une impression où dans les dossiers comme la cimenterie, comme dans Petrolia ou comme dans Anticosti, la population ne se range pas nécessairement ou comme réflexe derrière les environnementalistes? Est-ce que vous le vivez, ça? Est-ce que c'est une impression que j'ai? J'aimerais mieux que ce soit pas par réflexe que la population se range où que ce soit, mais en étant renseignée, tu sais. Puis les informations manquent. L'accès à l'information manque. Puis c'est peut-être pour ça que la population ne peut pas se rallier, parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Quand souvent on va citer un Bill Beaucire ou un Michel Goudreau, souvent on va nous amener, on sait bien, eux, c'est les anti-tout. Ça, c'est un discours qui revient souvent sur les plateformes web aussi. Vous répondez quoi à ces personnes-là? Je réponds que c'est bien pratique d'avoir un anti-tout. Ça occupe les extrêmes, puis ça permet de gommer tout ce qu'il pourrait y avoir de nuances entre les deux. Je suis pas un anti-tout. Je suis pour la Gaspésie. Mais je suis pour une Gaspésie qui est verte et qui est saine. C'est beaucoup d'énergie à déployer pour un environnementaliste en Gaspésie ou partout ailleurs. D'ailleurs, on parlait de je parlais de Michel Goudreau qui a pris sa retraite après 3 décennies de service. Vous voyez ça comment, ce départ-là? Michel a fait un travail colossal dans ces 30 ans-là. La plupart du monde n'ont pas conscience de tout ce qu'il a fait. Il a été de toutes les luttes, là. Je n'en nommerais la moitié, puis on dépasserait ton temps d'entrevue. Puis moi, je peux juste remercier Michel pour ce qu'il a fait. Puis c'est pas parce qu'il se retire du CA qu'on n'en entendra plus jamais parler, puis qu'il va arrêter de suivre qu'est-ce qui se passe. Il garde toute sa tête. 30 ans de lutte comme ça, j'imagine qu'au bout de la ligne, il doit y avoir une fatigue ou une écœurantite, quelque chose là, qui le pousse. Sûrement, parce que moi, ça fait pas 30 ans, puis j'ai une écœurantite profonde, là. Et c'est quoi? Est-ce que c'est seulement que du côté du gouvernement ou des personnes au pouvoir ou les entrepreneurs qu'on n'a pas d'écoute, ou c'est aussi le fait qu'il n'y a pas une poussée, comme on a vu avec Belle-Dune il y a une couple d'années. Là, il y avait eu vraiment une mobilisation de la population pour dire non à ce projet-là. Mais on dirait qu'on la voit moins, cette mobilisation-là, depuis quelques années. Oui, je pourrais pas dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a glissé vers là. Par contre, il y a eu toutes sortes de consultations de la population qui ont été faites. Puis les rapports sont tablettés quand ça va pas dans le sens du développement pour toujours. Fait que peut-être qu'il y a une désillusion aussi. Le monde qui était mobilisé contre Bennett serait mobilisable encore. Ils sentent peut-être juste pas qu'ils ont une pogne actuellement. C'est quoi votre souhait? Ou du moins, pas votre souhait, mais plutôt ce qui pourrait débloquer ou ce qui pourrait se passer dans la prochaine année durant la saison estivale ou l'automne qui s'en vient? Si la population pouvait retrouver son droit de parole sur ce qui se fait chez eux, ça serait déjà bon. Comment on pourrait l'obtenir, ça? Ça a l'air qu'il faut juste le demander. Puis si on nous la donne pas, il faut la prendre. Est-ce qu'on verra Environnement Vert Plus? Il y a le jour de la Terre, qui sera souligné le 27, c'est le 22, le jour de la planète. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent, une mobilisation, des manifestations ou des dossiers particuliers que là, on va continuer à frapper ou qu'on va commencer à frapper? Ça va être les mêmes, parce que les dossiers qui signalent à notre attention, c'est ceux qui s'arrangent pour se soustraire de l'évaluation publique. Donc, on va continuer de taper sur le même clou parce que c'est toujours pas réglé.
On voit sur certains poteaux de téléphone au mur, le mot BAP, ça a été écrit. Il y a des personnes qui l'ont fait. Bureau d'audience publique sur l'environnement. On a souvent dit que c'était le seul chien de garde. C'est pas parfait non plus, le BAP. Sauf qu'il faudrait, dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait au moins que ça passe par là. C'est un minimum. Ben, c'est un minimum certain. C'est le garde-fou que le gouvernement se donne. Donc, qu'on se donne. C'est notre garde-fou. Si on n'en tient pas compte, on va forcément se ramasser dans le canal. C'est comme si on était en train de demander au chef des pompiers de ne pas mettre le feu. Billy Bossier, merci beaucoup. Plaisir. Le 22e Festival du Trac se tient les 22, 23 et 24 mai à Passepébiac. Les amateurs de théâtre en auront pour leur argent avec pas moins de 18 spectacles. La présidente de l'événement, Nancy Gagnon, nous détaille le tout. Nancy Gagnon, c'est le 22e Festival du Trac. C'est quoi la particularité cette année? Cette année, on fait une place un petit peu plus grande au théâtre professionnel. Donc, on a eu la chance cette année d'avoir des partenaires un peu plus importants comme Hydro-Québec, comme l'URLS, les Fonds Jeunesse René Lévesque. Alors, on a fait une place de choix un peu plus aux troupes professionnelles. Donc, on va recevoir le Théâtre Le Clou qui est spécialisé en théâtre pour ados. Donc, si on est content de les recevoir, on va les recevoir jeudi le 22 avec un spectacle qui s'appelle Appel entrant illimité. Ensuite, on a la troupe Biscornue de Québec qui vient avec un spectacle Snooze et le spectacle aussi La légende de l'arbre qui rougissait qui s'adresse à un public enfant plus, qui sera présenté le samedi matin pour ce qui est de l'arbre qui rougissait, le spectacle pour enfants, et en soirée, samedi soir, Snooze pour le public général. Et on a le Théâtre de la Petite Marée aussi qui est en résidence présentement à l'École polyvalente de Passepébiac qui va venir faire une conférence pour parler de leur expérience avec les jeunes et faire une petite présentation. Sans oublier notre marraine, Catherine Legrellet, originaire de la région, qui va venir donner une conférence qui fait partie du spectacle du Théâtre Le Clou, Appel entrant illimité, qui va venir nous faire une conférence pour parler aux élèves, aux participants plutôt, le vendredi matin. Donc, Catherine Legrellet, qui sorti en 2008, je crois, du conservatoire, qui roule sa bosse dans le théâtre professionnel, qui est une Gaspésienne, qui sera la porte-parole, la présidente d'honneur, si on veut. Là. Oui, pour nous, c'est important que les jeunes de la région voient qu'on peut s'accrocher à nos rêves, qu'on peut faire notre place, qu'on peut réussir dans ce domaine-là des arts du théâtre et du cinéma. Justement, les jeunes, on parle des troupes professionnelles, mais majoritairement, des presque 200 participants, ce sont des jeunes qui vont fouler les planches là, de la salle Wilfrid-Joseph et du centre culturel, si on veut. Là. Oui, on reçoit encore une fois les jeunes du primaire. Ça fait deux années de suite qu'ils viennent nous voir avec une pièce d'une 60aine de minutes. Donc, c'est les jeunes de New Richmond, l'école Bois-Vivant. Ensuite, on a l'école de Chandler qui vient nous voir avec une pièce. Bonaventure avec une autre pièce et Carleton. Donc, on a tous ces gens-là, plus 7 spectacles de la polyvalente de Passepébiac. Donc, beaucoup de monde, 190 participants. Quand même exceptionnel pour un événement comme ça. Ça va se dérouler, on rappelle, le 22, 23 et 24 mai. Est-ce que, on vend toujours les passeports. Cette année, ça ressemble à quoi les prix? Donc, c'est 35 $ pour les 18 événements. Donc, c'est évidemment pas cher. Nous, c'est l'objectif principal du festival. Un des objectifs principaux du festival, c'est de rendre accessible. Donc, ça, on y tient. Donc, 35 $ pour les 18 spectacles. Sinon, il y a possibilité d'acheter des billets à la pièce. Là, c'est entre 8 et 10 $ là, dépendamment. L'information est sur notre site internet festivaldutrac.com. Donc, les gens, s'ils veulent des informations pour les prix. Mais sinon, pour 35 $, vous pouvez assister aux 3 jours de spectacle. Il y a d'autres spectacles qui ne sont pas inclus dans le passeport. Je pense à la Ligue d'improvisation de la Baie des Chaleurs qui sera là. C'est une première aussi cette année avec un match spécial là, quand même. Oui, on va recevoir le match des étoiles. On est très contents. Donc, les meilleurs improvisateurs de la Ligue vont être présents. Donc, je trouve que pour les jeunes, c'est une belle occasion d'apprendre, de voir. Puis c'est un beau moment. C'est toujours un beau match, le match des étoiles. Donc, on est vraiment contents de recevoir le match. C'est le vendredi soir à 20h au Centre culturel. En terminant, c'est le 22e festival, année après année. J'imagine qu'on vous revient avec des commentaires, surtout les jeunes. Qu'est-ce que ça leur apporte, ce festival-là?
À chaque année, je suis surprise à quel point sur Facebook, les jeunes viennent nous voir ou à l'épicerie, ils nous arrêtent pour dire c'est quand le festival, on va y aller. Fait que même si ça fait 3 ans, 4 ans, 10 ans qu'ils sont partis, s'ils sont dans le coin, ils vont venir faire un tour parce que ça a été un moment important dans leur parcours scolaire, dans leur... Tu sais, pour certains, c'est la seule fois où ils sont montés, pour la majorité, c'est la seule fois où ils sont montés sur scène devant un public qui ont participé à un événement comme ça. Donc, il y a un sentiment d'appartenance qui est très, très fort. Puis c'est pour ça qu'à chaque année, on recommence. C'est ce qui nous donne notre énergie. Si on veut plus d'infos, on peut aller sur Facebook, mais il y a aussi le site Internet qu'on peut visiter. Festivaldutrac.com, toutes les informations sont là, nos coordonnées sont là si les gens ont des questions. Nancy Gagnon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Demeurons dans le théâtre puisque grâce à la polyvalente de Passepébiac et au théâtre La Petite Marée, Antoine Labrise et son équipe profitent d'une résidence de création dans les murs de l'école pour la conception d'un spectacle de marionnettes qui sera à l'affiche à l'été 2015. Les précisions avec le metteur en scène. Bon, ça c'est la station, c'est la centrale nucléaire de Fukushima, Fukushima Daiichi. Donc, je l'ai refaite en esquisse, mais c'est donc grosso modo, ça reproduit un peu le schéma puis les couleurs. Fait que c'est 4 réacteurs avec 4... je sais pas ces édifices-là à quoi ils servent. Ça doit être toute la gestion du réacteur. Puis les réacteurs sont comme peinturés d'une espèce de teinte de bleu assez jolie. Fait que là, Katia est en train de construire carrément une première centrale. Fait que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec la centrale. Je sais quel rôle elle a à jouer. Elle a un rôle important dans la pièce. C'est la conclusion de la pièce. Puis dans la première partie, elle apparaît brièvement parce que le personnage, Otomo Yoshihide, c'est un musicien japonais donc, qui a déménagé à Fukushima à l'âge de 8 ou 9 ans, qui a passé donc de 8 à 18 ans, là, toute son adolescence à Fukushima. Puis à ce moment-là, ça n'avait pas de grande importance pour lui. Puis il a quitté Fukushima adolescent pour aller à Tokyo où ça groovait, faire de la musique, devenu musicien. Puis en 2011, avec les tremblements de terre, bien là, ça l'a conscientisé, il a capoté, fait qu'il est revenu à Fukushima pour créer un festival de musique. Fait que la centrale joue un rôle assez important, aussi parce qu'elle représente un certain Japon, c'est-à-dire le Japon hyper technologique, puis le Japon éternel, c'est-à-dire le Japon des tremblements de terre, puis le Japon cyclique de la destruction, puis des tsunamis, puis tout ça. Ça fait, tu sais, depuis que le Japon existe, qu'il y a des Japonais au Japon, qu'il y a des cataclysmes. Fait que la mentalité du Japonais est quasiment décodable à coup de tremblement de terre. Ça prend une échelle de Richter pour comprendre un Japonais. Puis... donc, c'est ça. Là, on fait un premier prototype de la centrale avec lequel on va travailler dans les prochaines semaines pour voir si elle est de la bonne taille, de la bonne grosseur. Est-ce qu'il faut la changer? Est-ce qu'il faut la faire d'un autre matériel? Est-ce qu'il faut la faire en foam au lieu de la faire en carton? Mais là, on en fait une première avec laquelle on va travailler. Tu sais, c'est le prototype. Donc, le but ici de la résidence, bien, c'est ça, c'est d'essayer des trucs avant de monter tout ça et faire des tests. Exactement. Le but de la résidence ici, c'est qu'on est privilégié, on a 4 semaines pour travailler. Fait que c'est à la fois de faire des prototypes de marionnettes et de décors, puis aussi des prototypes dramaturgiques, c'est-à-dire commencer une première version de la pièce, des épisodes, de tout ce qui se passe, quoi, de chacun des épisodes de la pièce. Tout ce côté japonais, asiatique, qu'est-ce qu'on veut? On veut le faire découvrir? On veut raconter son histoire? Oui, ben, en fait, les raisons qui nous poussent à créer quelque chose, c'est toujours un peu le hasard. Tu sais, moi, c'est un rapport que j'ai avec le Japon. Ça aurait pu être avec l'Afrique ou avec la Gaspésie. Tu sais. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste que là, c'est quelque chose que... C'est un filon que moi, j'ai suivi pendant 25 ans. Donc, c'est quelque chose qui m'habite puis qui m'inspire. Fait que je le fais parce que ça m'inspire, c'est tout. Après ça, ça se trouve que c'est le Japon. Donc, c'est un sujet intéressant en soi puisque c'est une culture qui est, je dirais, plus riche que la nôtre. Sans dénaturer notre culture. Là, mais je dis, c'est une culture qui est très, très développée, qui est très raffinée. Qui est très intéressante, qui est très riche. Mais le propos de la pièce, c'est un propos sonore. Hier, c'est drôle parce qu'hier, en faisant jouer ces disques, Valérie, la prof d'art dramatique, nous a donné hier 2 grosses boîtes de vinyle. Puis dans ces vinyles-là, il y avait un cours publié par Radio-Québec à l'époque. C'est des enregistrements pour les écoles secondaires sur la diction, c'est ça? Bien parler. La phonétique, tout ça. La phonétique, tout ça. Puis en faisant jouer ça, Martin jouait de façon un peu aléatoire. C'est parce que tu avais coupé le disque en 2, c'est ça?
quelque chose comme ça. Il y a un jeu, puis à un moment donné, il y a une phrase qui est arrivée qui c'était l'éducation de l'oreille. Top. Là, ça a passé. Puis j'avais un sous-titre, Genpatsukun, c'est le titre japonais. J'avais appelé ça l'oreille rigide de l'Occident. Puis je trouvais ça un petit peu très poétique, mais peut-être un peu lourd. Puis l'éducation de l'oreille, bien, c'est comme trop pédagogique, mais en même temps, c'est plus clair. Fait que c'est devenu hier le sous-titre de la pièce, l'éducation de l'oreille. Donc, c'est une pièce sur la musique, une pièce sur le son, puis c'est un comparatif sensitif entre l'oreille occidentale, ou plus précisément l'oreille du Québécois à qui je m'adresse, puis l'oreille du Japonais. Puis c'est l'écart entre mon oreille à moi, puis l'oreille à Otomo, c'est-à-dire comment est-ce que la façon que Otomo écoute de la musique, puis en fait, a changé ma façon à moi de l'écouter. Donc, c'est vraiment une éducation de l'oreille, c'est l'éducation d'un occidental à d'autres façons d'entendre via le travail d'un Japonais. Et on verra ça bien en 2015, à l'été? Oui, à l'été 2015. Ça va être la production de La Petite Marée de l'été 2015. Donc, c'est une aventure sonore. Ça clash beaucoup avec la tradition de La Petite Marée. Ouais. Est très, on refait des classiques, on travaille L'île au trésor, Tom Sawyer, tout ça. Mais en même temps, toujours sous des formes très expérimentales, très, très créatives. Puis là, ben, c'est comme ça reste un récit épique, à mon avis. C'est quand même un récit d'aventure. C'est l'aventure des oreilles, mais c'est quand même l'aventure. On reste encore. Les jeunes vont être interpellés encore une fois. Oui, c'est ça. Jeunes et moins jeunes. Oui, c'est ça le but. C'est qu'on part de... Je ne veux pas tout vendre la mèche parce qu'à un moment donné, ils ne me reviendront pas, ils vont savoir c'est quoi. Mais on part d'une musique plus traditionnelle, ce qu'on est habitué d'entendre à la radio, puis on s'en va vers les limites de l'acoustique. On s'éloigne. On s'éloigne des sentiers battus. Monsieur Labrise, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Maintenant, Cathy Édith Lacroix de Passepébiac a lancé récemment son tout premier roman contemporain, La vie selon Doux, paru aux éditions de La Paix. J'ai rencontré l'auteur à son retour d'une tournée de promotion. Cathy Édith Lacroix, vous venez tout juste d'arriver d'une tournée d'auteurs. Avant ça, on avait fait le lancement officiel du livre ici à Passepébiac le 23 avril. Salon du livre Québec, Montréal, on s'est promené beaucoup. Comment ça s'est passé, cette aventure-là? Super bien, c'est une belle expérience. Salon du livre à Montréal, c'est la première fois que j'allais dans le Salon du livre en tant qu'auteur. Et c'était très différent à Québec quelques mois plus tard. C'était vraiment une toute autre dynamique. Il y avait beaucoup plus de jeunes enfants, il y avait beaucoup plus de familles à Québec. Mais mon temps aussi, de la période où j'étais au kiosque, n'était pas la même. Là. C'était très différent et très agréable. La vie selon Doux, c'est le premier tome qui est sorti, qui s'appelle Un été à la Doux Monroe. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là? Bien, en réalité, La vie selon Doux, c'est une histoire gaspésienne. Ça se passe en Gaspésie, mais dans une Gaspésie fictive. C'est que j'ai changé les noms des lieux pour faire en sorte que n'importe quel Gaspésien puisse s'identifier. Fait que Doux, mais en réalité, son nom, c'est Donovan Monroe. Son père est anglophone, sa mère francophone, ce qui est un concept vraiment plus gaspésien, qu'on retrouve vraiment beaucoup en Gaspésie avec des villages différents. Et c'est une artiste, elle adore dessiner. Alors, on voit la culture gaspésienne et elle habite à Merthyville, il y a le mot mer, qui représente tout le littoral gaspésien. Donc, une fiction réelle, si on veut. Oui, c'est une Gaspésie fictive, mais avec une culture réelle, puis des aventures qui peuvent arriver n'importe qui, n'importe où. Il arrive toujours des choses cocasses, puis elle a un très bel entourage, très diversifié, ce qui fait un petit peu... Le contexte du livre est drôle, les événements sont agréables, puis c'est contemporain. Alors, c'est le premier contemporain que j'écris dans tous mes manuscrits. À qui s'adresse La vie selon Doux? Bien, c'est... général. Je l'ai vraiment écrit général, pas de scène explicite. Je ne l'ai pas écrit trop jeune pour que n'importe qui puisse le lire. Mais comme le personnage a 14 ans, ben, dans le concret, ça s'adresse à 12 ans et plus. Parce que c'est toujours 2 ans plus jeune que l'âge du personnage. Mais des jeunes de 10 ans l'ont lu puis ont adoré. Puis des grands-parents l'ont lu, des parents. Fait que je reçois souvent des messages très agréables. Vous le disiez tantôt, vous avez quand même écrit plusieurs manuscrits. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre collection? Je me souviens du monde de Weser, c'est sûr qu'elle est très populaire, mais outre ça, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est très fantastique. Ça peut passer de la science-fiction, ça peut passer à du genre médiéval, un petit peu plus fantastique. C'est des mélanges. Weser, c'est un mélange science-fiction, fantastique, etc. Weser, je l'offre désormais gratuitement.
sur ma page d'auteur, K.E. Lacroix, auteur sur Facebook. Les gens m'écrivent en privé, puis je leur envoie le texte. La seule chose, c'est que je ne veux pas que les gens le vendent ou le copient, mais ils peuvent le partager. Ça, c'est un cadeau que je fais. Tandis que La vie selon nous, c'est aux éditions de La Paix. Et éventuellement, l'éditrice m'a même dit qu'en 2015, on sortirait probablement un de mes textes plus adultes fantastiques. Là, c'est le premier tome. Ouais. Le deuxième, il va sortir quand? En septembre 2014, c'est officiel. Et est-ce que déjà, on a écrit combien de tomes exactement? Je suis en train d'écrire le tome 4 présentement, mais je l'ai comme mis un petit peu de côté parce qu'aller dans les salons du livre, faire une tournée d'auteurs à travers la Gaspésie, surtout du côté nord, je manquais de temps. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, de représentation aussi pour le vendre, ce livre-là, le vendre, du moins, le raconter. Oui, puis en plus de ça, j'ai d'autres travails à part d'être écrivain, fait que je gagne ma vie aussi comme secrétaire puis guide touristique. Fait que trouver le temps concret, c'est pas toujours évident, mais c'est très agréable, c'est une super belle expérience. Qu'est-ce qui s'en vient pour Cathy Édith Lacroix dans les prochaines semaines, mois ou dans l'année? Je dirais dans la prochaine année, c'est certain que le tome 2 sort en septembre. Il y a une autre maison d'édition qui est en train... Il m'a demandé de lui garder un manuscrit qu'elle a super aimé, qui est en étude présentement. C'est une autre maison d'édition, pas les Éditions de la Paix. Et je trouvais ça particulier qu'on m'appelle pour me dire « Gardez-moi-le ». Fait que là, j'ai fait « OK ». Fait qu'éventuellement, si ça marche, il y a des possibilités qu'il y a d'autres manuscrits qui sortent durant l'année. Puis, Salon du livre à Rimouski, celui à Montréal cet automne, et on continue comme ça. On aura le plaisir de se revoir d'ici là. Cathy Édith, merci beaucoup. Merci. Retrouvons l'agent Daniel Huard de la Sûreté du Québec pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique hebdomadaire concernant l'actualité des postes de New Carlisle et Pabot. Alors, cette semaine, au niveau de New Carlisle, on parle au niveau des collisions matérielles uniquement 7 dossiers, dont 2 survenus à Hope-Town, 1 à Bonaventure, 1 à Chugach et 4 à Passepébiac. On parle d'un bilan positif, aucune collision avec blessés au cours de la dernière semaine, et une conduite capacité affaiblie dans le secteur de Saint-Godefroy. Nous avons à Bonaventure la perte d'une arme à feu, donc une arme à feu qui a été perdue, dossier ouvert. Un dossier d'agression armée est survenu également à Bonaventure. Nous avons un dossier de voie de fait, dossier ouvert à Passepébiac. Un incendie d'un garage, dossier ouvert à Bonaventure. Nous avons un dossier d'entrave au travail policier et de fuite, donc le dossier ouvert à Bonaventure. Et également à Bonaventure, nous avons un dossier de chicane de famille sans accusation criminelle et de sécurité et développement compromis d'un enfant. C'est ce qui fait le tour pour New Carlisle au cours de la dernière semaine. Maintenant, pour Pabot, on parle des collisions matérielles uniquement. 2 dossiers ouverts, un à Barachois et un à Chandler. Et on parle également d'un bilan positif au cours de la dernière semaine, aucune collision avec blessés. On parle maintenant d'une conduite capacité affaiblie, dossier ouvert à Grande-Rivière. Nous avons 2 bris de probation, dossier ouvert pour la municipalité de Chandler. Et un dossier de fraude par Internet, dossier ouvert également à Chandler. Nous avons un bris d'engagement plus un voie de fait, dossier ouvert à Newport. Nous avons 2 exécutions de mandat d'arrestation, dossier également ouvert à Newport. Nous avons un méfait moins de 5 000 qui est ouvert à Pabot. Un méfait maintenant sur véhicule moins de 5 000 également de dommages, dossier ouvert à Pabot. Nous avons un dossier de possession et trafic de méthamphétamine, dossier ouvert à Chandler. Un dossier maintenant de proférer des menaces a été ouvert à Val d'Espoir. 2 dossiers d'harcèlement criminel. On parle d'un dossier ouvert à Pabot et un à Newport. Nous avons 2 dossiers de possession simple de cannabis. Dans les 2 cas, dossier ouvert à Newport. Et un dossier maintenant un petit peu plus substantiel de voie de fait. Méfait sur véhicule moins de 5 000 $ de dommages. On parle de conduite durant interdiction et d'un bris de probation, donc dossier ouvert à Grande-Rivière. C'est ce qui fait le tour pour le poste de Pabot. C'était la dernière émission de la saison, donc faire attention sur nos routes au courant des congés qui vont avoir lieu cet été. On parle d'une augmentation des opérations pour contrôler la vitesse et également augmentation des contrôles au niveau de l'alcool. Donc, soyez prudents sur nos routes et à l'année prochaine. Merci.
Patrick Dubois a pris la décision il y a 2 ans de quitter Québec pour retrouver sa Gaspésie maternelle et y vivre simplement. Après 2 étés à jouer le quêteux sur la grève à Carleton, il a poussé le personnage plus loin en prenant la route pour Montréal en avril sur le pouce. Patrick Dubois, t'es parti, parce que je vais tutoyer, on se connaît quand même assez bien. Oui. T'es parti le 1er avril sur le pouce en direction de Montréal avec quoi 5 piastres en poche, un fanal puis un sac. C'est à peu près ça. Oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est une belle question. C'est une question qui remonte à beaucoup plus loin que quelques heures ou quelques jours avant cette aventure-là. En fait, bon, moi, ça fait plusieurs mois, en fait, à peu près 2 ans que je vis très simplement en racontant des histoires. Un peu à la manière des quêteux traditionnels, ces hommes-là qui cognaient aux portes et qui venaient demander le gîte et le couvert en échange de ce qu'ils avaient à offrir de meilleur, que ce soit leur service d'aiguiseur de couteaux, de ramoneux de cheminée, de conteur d'histoire. Moi, bon, c'est sûr, je me retrouve dans le conteur d'histoire à ce moment-là. Et c'est un style de vie que j'ai adopté tranquillement, pas vite. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très, très sain là-dedans, qui me laissait énormément de temps. Puis le temps, je pense que c'est de ça qu'on a besoin pour être heureux, principalement. Donc ça, moi, bon, plus je me retrouvais là-dedans, puis plus que mon bonheur augmentait. Et à un moment donné, je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas finir d'explorer cette légende-là qu'est le quêteux et pourquoi pas aller chercher le dernier aspect de sa vie qui me manque, c'est-à-dire la route. Parce que les quêteux, bon, faisaient la route, il y avait un itinéraire, ils se promenaient d'année en année selon le même circuit. Et ça, il y a quelque chose de beau là-dedans. J'avais envie de faire une tournée comme ces quêteux-là le faisaient pour vraiment boucler la boucle, avoir essayé la chose au complet. Donc, pourquoi j'ai fait cette tournée-là? Bien, j'avais envie de voir si c'était possible en 2014 d'encore vivre de la charité du monde, de dépendre de la générosité complètement. J'avais envie d'explorer ça. Puis le constat, est-ce que déjà on peut conclure que c'est faisable parce que t'es revenu vivant, en pleine forme? Oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? En fait, est-ce que c'est possible? Ça, il n'y a aucun doute. On est au Québec, il n'y a personne qui va mourir de faim dans la rue. Donc, besoin de nourriture puis de sécurité, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est possible maintenant? Est-ce que c'est agréable à faire? Ça, c'est une autre paire de manches. En fait, si je peux dire, je pense que c'est quasiment le seul obstacle face auquel j'ai eu à traverser, c'était la barrière qu'il y a devant les gens. Tout le monde s'entend pour dire que tu es du bon monde. Il n'y a personne qui va dire « moi, je suis une mauvaise personne tu sais. Mais la différence entre du bon monde puis juste du monde, bien, c'est le contact que tu vas avoir avec. Est-ce que tu es du bon monde juste parce que tu fais rien de mauvais? Parce que si c'est ça, je souhaite à la planète d'avoir du meilleur monde que ça. Donc, je te donne l'exemple le plus simple que je pourrais te donner, c'est les véhicules qui passaient devant moi. Je suis sûr que tous les conducteurs étaient du bon monde, tu sais. Mais il y avait une barrière, il y avait de la méfiance envers moi pour m'embarquer sur le pouce. Et probablement avec raison, on me dit, on entend tellement d'affaires de nos jours, on en imagine beaucoup, en tout cas, ça, il n'y a pas de doute. Le peu qu'on entend nous sert à nous alimenter pour le restant de l'année, pour s'imaginer que tout ce qui s'est passé de mauvais s'est passé sur le pouce, je sais pas. Donc, on a l'imagination facile en 2014 de se dire que oui, il pourrait avoir un malfrat qui passerait des heures sur le bord du chemin à grosse pluie battante pour aller faire du mal. Mais là, t'as l'air d'un petit gars propre comme ça, mais après une vingtaine de jours, j'imagine que ça paraissait un peu moins... Oui, la barbe, la barbe, la barrière s'épaississait entre moi et le monde. Donc, mais j'arrivais quand même toujours au bout d'une certaine patience, à me faire embarquer. Et ça me redonnait espoir à chaque fois. Chaque fois que quelqu'un t'embarque, il y a un contact qui est merveilleux qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tu te retrouves dans une voiture, tu es assis à côté de quelqu'un que tu ne connais pas du tout, tu es parfaitement anonyme, tu vas te présenter, mais ce qu'il y a de beau dans cette relation-là, c'est qu'il ne te reverra jamais après. L'anonymat qui est là, ça, il y a quelque chose de riche qu'on retrouvait il y a des années à l'église, la confesse. Il y avait quelque chose d'anonyme, il y avait un grillage qui était là. Une liberté, là. Il y avait une liberté, c'était un peu comme écrire un message d'une bouteille puis la lancer dans la mer. Et c'est ce que tu peux faire avec un pousseux. Et c'est ce privilège-là, moi, en tant que pousseux, que j'avais des gens qui te content des affaires. Et c'est pas des confessions, mais des fois, c'est juste une proximité qui est instantanée. Et ça, c'est impressionnant. De voir qu'aussitôt qu'il y a une petite brèche qui s'est faite, je sais pas si c'est la pression qui était derrière, mais il y a une tonne de choses qui attendaient juste là d'être partagées. Alors que ce soit des confessions, que ce soit de l'affection, d'être chez les gens, le matin, je partais, puis de voir les personnes
quasiment pas arrêté de me donner de la nourriture pour ma journée, mais en abondance. Il avait envie de prendre soin de moi. Parce que c'est ça. Il avait envie. Tu le dis, là, les déplacements, ça, c'est le pouce. On faisait de l'autostop, mais on avait réservé quand même, les gens avaient réservé via Internet tes services, du moins ton compte, et te donnaient de l'hébergement aussi. Là. Donc, Oui. on s'en est parti quand même avec une sécurité que je ne dormirais pas dehors à soir. Tout à fait. En fait, là, l'entente était, vous m'invitez à venir chez vous conter une histoire et en échange de quoi, vous allez me donner un souper puis une place pour passer la nuit. Le reste de l'aventure, bon, le nombre de personnes que ces gens-là allaient inviter, c'était libre à eux parce que j'avais envie qu'il y ait un auditoire qui soit là. J'avais envie de toucher un maximum de personnes avec cette aventure-là, de briser la barrière chez un maximum de personnes. Puis finalement, bon, je passais ma nuit là. Le lendemain matin, c'était au choix, mais je pouvais déjeuner avec ces personnes-là s'ils m'invitaient à déjeuner avec eux. Puis ils pouvaient me laisser un petit dîner s'ils avaient envie. Et la vie a drôlement bien fait les choses. Toutes les fois où les gens m'ont pas fourni de dîner, donc je partais avec rien dans mon sac pour manger durant ma journée. J'avais ma bouteille pleine d'eau, puis j'espérais me rendre le plus tôt possible chez mon prochain hôte, qui était à 100 km de là à peu près toujours. Et à chaque fois où je partais sans nourriture, il y a quelqu'un sur le pouce qui m'offrait de la nourriture. Il y a quelqu'un qui, sans que j'aille en parler, qui m'invitait à dîner chez lui. Et j'ai mangé comme un roi sur ces repas-là. J'ai mangé des gros T-bones sur le barbecue, des sushis chez des gens, du pâté chinois. Et ça, c'était les dîners improvisés chez des gens qui m'ont juste croisé sur le pouce puis qui m'ont invité chez eux. Donc, les gens avaient envie de participer à cette aventure-là parce qu'il y avait quelque chose de vraiment collectif dans ça. C'est pas juste moi qui faisais confiance, c'est eux aussi qui avaient à faire confiance. Puis on était autant acteurs là-dedans, dans cet échange-là, vraiment. Là, tu parles beaucoup des bons côtés. N'empêche qu'en 20 jours, il y a de la mauvaise météo, il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a des côtés, bon, un peu plus ordinaires ou des villes qui n'ont pas voulu t'embarquer? Montréal, sur le pouce, c'était beaucoup plus difficile. C'est sûr qu'il y a tellement de croisées de chemin que c'est impossible qu'on aille au même endroit sur une longue distance. Donc, les gens se disent toujours, je vais trop à courte distance. Mais sinon, là, le reste de la route, c'est vraiment bien fait. Il y a la météo. Mais en fait, mes pires journées ont été mes meilleures aussi. Je te donne l'exemple. Le 8 avril au matin, je suis parti de Québec pour m'en aller vers Trois-Rivières, un itinéraire d'à peu près 1 heure. Et il pleuvait cette journée-là. Ça m'a pris 8 heures le faire. Donc, les gens qui m'embarquaient disaient on n'aurait même pas laissé un chien dehors tellement qu'il pleuvait aujourd'hui. Mais moi, pourtant, j'avais 2000 chars qui venaient de laisser un chien dehors. Là. Tu sais? Et j'ai embarqué avec quand même, bon, à force d'essayer de faire du pouce, les gens ont venu qu'à m'embarquer. Ça m'a pris 8 heures de me rendre à Trois-Rivières. Ça a été une journée très, très, très difficile et je prenais ça en riant en me disant j'ai choisi cette difficulté-là. Et tu serres les dents, tu souris puis tu attends la prochaine vague tout simplement. Ouais. Elle venait du bord du chemin à chaque fois et c'était surprenant. Mais au terme de cette journée-là, il y a eu j'ai eu des détours à prendre et ainsi de suite puis je laissais tout le temps la vie faire. Quand les gens voulaient, exemple, faire un détour pour aller me porter, je refusais les détours. C'était l'espèce d'entente que j'avais pris avec moi-même. Je ne voulais pas générer de pollution. Alors, je m'entêtais, je continuais mon calvaire, si on veut. Et au terme de cette journée-là, avant d'être arrivé chez mon hôte, à un moment donné, je marchais sur le bord d'une route sans même lever le pouce parce que je savais que les gens s'en allaient pas au même endroit que moi. Puis il y a une voiture qui s'est arrêtée devant moi sans que j'aille à lever le pouce. Une Mercedes flambant neuve, le gros modèle. Je m'approche de ça. Et moi, toutes les Mercedes que j'avais vues, tous les chars de luxe, je les laissais passer en levant mon pouce en me disant je vais te montrer que tu ne m'embarqueras pas. J'avais cette arrogance-là dedans de moi. Je me disais, c'était un préjugé que j'avais envers le préjugé qu'il y aurait probablement envers moi. Tu sais, hop, ils n'auront pas cette bonté-là d'aller vers moi. Mais finalement, j'ai une Mercedes qui s'arrête devant moi. Je me dis, il vient demander des directions, tu sais, au gars qui se fait mouiller depuis 8 heures. Fait que je m'approche, puis c'est un bonhomme qui est là-dedans, dans un grand manteau, puis il y a du Frank Sinatra qui joue dans le char, puis il baisse le son, puis il dit, où est-ce que tu t'en vas? Ben, je dis, je m'en vais de l'autre bord du pont La Violette. Il dit, ben je traverse pas, mais je peux aller te porter à la prochaine sortie, tu sais. Mais là, moi, j'avais pas levé mon pouce. Ce monsieur-là s'était arrêté sur le bord. Mais j'ai dit honnêtement, monsieur, je n'ai encore pour 20 minutes à marcher. Je vais le faire parce que là, je vais détremper votre char si j'embarque. Puis le bonhomme est parti à rire puis il me dit ah ouais, embarque, c'est rien qu'un char. T'sais. Puis j'ai embarqué avec ce monsieur-là. Puis honnêtement, c'est une de mes plus belles expériences dans ma tournée. Au terme de ma pire journée, il est arrivé le plus beau cadeau. Je ne sais pas si c'est la journée difficile qui m'ouvrait les yeux au minimum qui allait être beau dans ma vie, cette journée-là. Mais ça a été une belle leçon. À partir de ce moment-là, tous les chars de luxe qui passent, je lève mon pouce puis je lui donne la même chance qu'à n'importe quel autre char d'être bon envers moi. Et ça, c'est une ouverture que j'aurais pas... Tu sais, je pense qu'il y a des fois, il y a des choses qu'il faut qui t'arrivent. Et cette journée-là, si je ne m'étais pas entêté à laisser personne faire de détour pour moi, j'aurais pas tombé sur cet homme-là
qui a été bon envers moi sans raison, qui m'a laissé scraper un banc à 250 000. Bon, la preuve pas, hein? Et ça a été vraiment... c'est seulement une chose parmi tant d'autres. Donc, c'est sûr, j'allais m'exposer à tellement d'inconnus qu'il pouvait juste arriver des belles choses. Si on veut suivre ce parcours-là, il est encore disponible sur votre blog, le blog de la Petite Grève. Quand tu es revenu, y a-t-il quelque chose qui a changé chez toi de plus avec cette aventure-là? S'il y a quelque chose qui a changé, oui, c'est sûr. Je revenais sans avoir le goût d'en parler. J'avais l'impression que cette aventure-là n'était pas finie. Et on me demandait comment ça a été. Puis j'avais l'impression que je n'avais pas fermé le livre encore. Et je m'en suis rendu compte une semaine plus tard. En fait, moi, j'ai vendu ma voiture. En arrivant à Carleton, je me suis rendu compte que le pouce était donc bien facile dans Baie des Chaleurs. J'ai dit, tiens, on va faire confiance au monde encore. Et ça prend à peu près 2 minutes de se faire embarquer sur le pouce dans baie. Les gens sont vraiment généreux, très confiants, ils ont envie d'aider. Alors, je me suis débarrassé de ma voiture. Et ça... pas comme les autres le font non plus. Ça aussi, t'es allé avec... tu voulais pas avoir de l'argent non plus. Oui, en fait, c'est ça. Moi, la voiture, je la vendais et j'avais pas besoin de m'en racheter une autre. Donc, l'argent allait me rester dans les mains, tu sais. Sauf que moi, de l'argent, j'en ai pas besoin. Je la gagne dans l'été. Je gagne ce qu'il me faut pour vivre. Et c'est ça ma richesse, de comprendre c'est de quoi que j'ai besoin pour vivre. Et une fois que je l'ai, j'arrête ça là. Et ce qui me reste après, c'est du temps. C'est un hiver complet pour jouer dehors, sans dépendre de personne d'autre. Pas de chômage, là. Pas de chômage, pas de bien-être social, rien. J'adore être en vacances, mais je me sentirais mal à ce qu'on me les paye, mes vacances. Donc ça, c'est important pour moi. Mais... donc, je me retrouvais avec, si je vendais mon char, il me resterait de l'argent et j'en voulais pas de cet argent-là, dans le fond. Et ce que j'adore faire dans la vie, moi, c'est du troc. Parce que on n'achète plus quelque chose, on échange. Aussitôt qu'on utilise de l'argent, on achète. Si tu donnes de l'argent à Noël, tu achètes quelque chose. Ouais. Et le troc, ça permet un échange où les deux vont être gagnants. Moi, je vais donner quelque chose qui a peu de valeur pour moi en échange de quelque chose qui va avoir peu de valeur pour toi, mais qui, de l'autre côté, va être reçu au centuple. T'sais. Alors, j'ai décidé d'échanger ma voiture contre des billets de bus. Je me suis dit, moi, je vends mon auto pour être un peu plus vert, pour essayer de sortir un petit peu du pétrole. Alors, pourquoi pas, y aller contre des billets de bus. Le transport collectif. Transport collectif. Et je demandais moins cher en billets de bus qu'en argent pour être sûr que les gens aillent vers les billets de bus en me payant, tu sais. Et on me disait que, j'ai vendu pour pratiquement la moitié du prix en billets de bus. Puis on me disait, mais Patrick, t'étais niaiseux, t'aurais pu t'en acheter des billets de bus avec 100 de l'argent, tu sais. Mais... ça n'aurait pas été du troc. Ça n'aurait pas été du troc. Puis moi, dans le fond, tu te dis, la différence en argent, je m'en serais servi pourquoi? Pour m'acheter quelque chose qui m'aurait rendu heureux. C'est ça qu'on fait avec des surplus d'argent tous les jours, tu sais. Mais ça, c'est juste pelleter par en avant le problème. Le problème, c'est qu'il va bien falloir que tu apprennes à être heureux à un moment donné. Puis moi, j'ai été heureux à ce moment-là en refusant cet argent-là. Moi, ça, c'est c'est un beau cadeau qu'il pouvait me faire, cette personne-là, c'était de me payer en troc, d'accepter de jouer le jeu et de me rendre compte qu'on allait être plus riches chacun de notre côté, de faire réfléchir quelqu'un de... Moi, me sentir riche, à chaque fois que je refuse de l'argent que ça se passe. Quand j'aurai refusé 1 million de dollars, je serai millionnaire. Ça sera comme ça, puis c'est tout. Donc, oui, je me suis débarrassé de ma voiture. Donc ça, c'est une des choses qui a changé dans ma vie suite à cette tournée-là. Et c'est drôle parce que je me retrouve, ça fait une couple de fois que je me retrouve coincé, entre autres ici à Bonaventure. Je monte sur le pouce, puis en soirée, je trouve personne pour redescendre. Et à chaque fois, je demande, y a-t-il quelqu'un qui redescend vers Carleton? On me dit non, mais veux-tu venir coucher chez nous? Les gens savent que je suis prêt à aller coucher chez... Et ça, c'est quelque chose de génial. Et je me rends compte que mon voyage, il n'a jamais terminé. Une semaine plus tard, j'ai couché chez 3 personnes différentes en 3 soirs, dont une dame qui m'a invité à venir dormir dans son motel. Elle dit, moi, écoute, t'as ton sac de couchage, ça va me faire plaisir. Et de rentrer chez quelqu'un, c'est de rentrer chez quelqu'un, c'est de rentrer, c'est de se rapprocher, oui, c'est d'avoir vraiment un aspect complètement différent de ce qui est de l'extérieur. Donc, même quelqu'un de timide, il n'aura pas le choix de s'exprimer dans sa maison parce que les murs vont parler, comment c'est décoré, qu'est-ce qu'il y a. Des photos. Des photos. Y a-tu une table remplie de petits cailloux, puis elle t'apprend qu'elle fait de la lithothérapie, cette personne-là, tu sais. Et ça, c'est rentrer chez le monde, rentrer en contact direct. Et c'est, mon Dieu, c'est riche comme échange, ça. J'ai envie de ça. Et c'est un beau cadeau qu'on me fait en me faisant confiance. Donc, je me rends compte que ma tournée n'est pas finie du tout. J'avais envie de faire vivre les quêteux sur les routes du Québec. J'avais envie que la rumeur court qu'il y avait encore des quêteux au Québec. Et je me rends compte que je cours avec cette rumeur-là. Tant mieux s'il y en a d'autres qui se mettent à le faire. Mais moi, depuis, j'arrête plus de traîner mon vieux sac avec moi puis ma pierre à aiguiser pour aiguiser des couteaux chez les gens en échange de l'hospitalité qu'on va m'offrir, comme les quêteux le faisaient dans le temps. Donc, c'est un petit clin d'œil à ça. Mais c'est une manière aussi d'exprimer ma reconnaissance puis d'avoir encore un partage pour qu'on soit chacun plus riche de cet échange-là, tu sais. Mais
on me dit souvent, ah, attention, à un moment donné, tu vas finir par tomber sur quelqu'un de mauvais, il y a toujours ce risque-là, tu sais. Mais moi, c'est un risque qui ne me dérange pas. Le risque que j'ai pas envie de prendre, c'est le risque de ne pas rencontrer l'autre, de ne pas rencontrer quelqu'un de bien. Ça, je pense que ça serait manquer une terrible démarche, puis la débarque, elle va être longue. Donc, je souhaite qu'on s'en relève de cette débarque-là. Ce personnage-là, c'est un peu le personnage du quêteux. On va terminer là-dessus. Ça a commencé quand même à Carleton, à ton retour. Le personnage de ce quêteux-là qui, bon, à 5 soirs par semaine pour un maigre 5 vous conte des histoires. Ça revient en 2014, à l'été 2014? Oui, tout à fait. En fait, moi, c'est ma retraite. C'est ce qui me permet de vivre en congé à l'année. Donc, pendant à peu près 2 mois et demi, 50 soirs d'affilée. 5 soirs semaine, sauf les mardis et jeudis. Je suis sur la pointe à Carleton autour d'un feu de grève. Et pour moi, le conte, c'est toujours juste un outil. C'est un prétexte pour rassembler des gens autour de quelque chose de particulier, que ce soit dans une soirée traditionnelle chez les gens alors qu'un quêteux cogne à la porte, ou que ce soit pour se retrouver autour d'un feu de grève, à partager des guimauves avec des gens, à partager quelque chose d'unique qui est une de nos richesses naturelles ici, les couchers de soleil hallucinants, le bord de la mer. Donc, j'essaie d'attirer les gens vers cette simplicité-là et ça fonctionne à merveille. Donc oui, pour 5 les gens viennent entendre mes histoires. Cette année, c'est particulier, j'accepte aussi le troc pour mon spectacle. Donc, qui sait, peut-être que je vais juste me faire payer en sauce à spag cette année. En sucre à la crème. Ou en sucre à la crème, ça serait parfait. On verra si mon propriétaire va adorer se faire payer son loyer en sucre à la crème aussi. Je vais avoir ce joyeux problème-là un jour. Mais j'espère que les gens vont jouer le jeu avec moi. Là, et même qu'il va y avoir du transport collectif cet été à quelques reprises pour venir à mon spectacle. J'avais envie de... Je trouvais que c'était un manque dans B d'avoir du transport le soir pour que les jeunes puissent se promener. Donc, il va y avoir 4 samedis soirs. Je vais vous en reparler, en fait. C'est bon. Mais sinon, les infos sur quoi? Lapetitegrève.com? Lapetitegrève.com, oui, ou sur Facebook ou Google, n'importe quoi. La Petite Grève. Puis, toutes les infos vont être là. Patrick Dubois, merci beaucoup pour cet entretien-là. Puis, bonne chance dans l'avenir du quêteux ou du quêtage. Merci à toi, Ghislain. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que la table multisectorielle pour contrer les abus envers les aînés de la baie des Chaleurs vous présente une petite capsule d'information et de prévention. Bon visionnement. Cette capsule a été rendue possible grâce à la généreuse contribution de AXA et Securi Group, fiers partenaires du réseau FADOC. Allô? Bonjour Mme Chabot, je me présente, M. Bohémier de votre centre de conditionnement physique Yoga Plus. Puisque nous sommes fiers de vous avoir comme cliente et qu'il est important de préserver sa condition physique, nous avons une offre spéciale pour la session de janvier pour nos clients privilèges. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Pour aujourd'hui seulement, vous bénéficiez d'un rabais de 50 %, donc vous payez 150 $ au lieu de 300 $. Et en plus, il y a un rabais additionnel de 10 % pour les personnes de 65 ans et plus. Ah oui? Eh bien, j'ai 70 ans. Afin de vérifier que vous pouvez bénéficier du rabais, j'aurais besoin de votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 28 mars 1940. Votre mari fait-il également du yoga? Parce que nous avons des forfaits familiaux dont vous pourriez profiter. Non, mon mari est décédé l'an dernier. J'habite présentement seule. Je suis désolé de l'apprendre. Avez-vous des enfants, des petits-enfants qui pourraient bénéficier du forfait familial? Non, mes enfants habitent à 200 km. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une offre exceptionnelle. Puisqu'elle prend fin aujourd'hui, j'aurais besoin de prélever immédiatement le paiement sur votre carte de crédit. Pouvez-vous m'indiquer votre numéro de carte de crédit? J'ai justement un cours demain. Je pourrais payer à ce moment-là? Le rabais se termine aujourd'hui. Attendez, je prends mon sac. C'est le 55-55, 78-45, 58-91, 54-78. La date d'expiration? Le 08-2012. Quels sont les 3 chiffres à l'arrière de votre carte? Le 428.
Parfait, merci, c'est noté. Ah, une dernière petite chose. La facture va vous être envoyée par la poste. Pouvez-vous me confirmer votre adresse postale? Le 4565 rue Belleville, à Montréal. Parfait, merci. Vous avez fait une bonne affaire, Mme Chabot. En plus, vous avez un mois sans intérêt pour faire votre paiement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, vous de même. En terminant, nous vous informons qu'une ligne téléphonique existe pour soutenir les aînés qui vivent un ou plusieurs abus et c'est en toute confidentialité que des professionnels pourront vous aider. Vous pouvez composer le 1-888-489-2287. Ensemble, brisons le silence. Alors, pour une dernière fois cette saison, on termine ça en beauté, comme d'habitude, là, avec des dates, des invitations à mettre à votre agenda. Tout d'abord, 3 invitations de la Maison de la Famille de la MRC Bonaventure à 3 endroits différents. Donc, la première activité, c'est ce dimanche 11 mai dès 10h à la bibliothèque de Passepébiac pour la lecture de La Grande Fabrique de mots. L'activité est gratuite. On vous invite aussi le mercredi 14 mai à 9h30. Il y aura un atelier de fabrication de purée pour bébés au collectif alimentaire, soit au 8A boulevard Gérard-Delévesque-Est à Passepébiac. Ça, c'est au sous-sol là, des Chevaliers de Colomb, aux Lumières à Passepébiac. Donc, 14 mai, 9h30 pour apprendre à mieux fabriquer des purées pour bébés. Et finalement, cette même Maison de la Famille tient sa prochaine causerie famille au Centre d'action bénévole de Passepébiac le jeudi 15 mai de 9h30 à 11h. Le thème sera la discipline avec les tout-petits. Donc, on s'adresse pour les enfants de 0 à 5 ans. L'activité est aussi gratuite. Plus d'infos pour toutes ces activités-là au 534-44-49, le 534-4449. Maintenant, le club L'Âge d'Or, la Renaissance de Port-Daniel organise un déjeuner de la fête des mères ce dimanche 11 mai de 8h à 12h30 et ils en coûtent là, 6 $ par adulte, 3 $ pour les 12 ans et moins. Je vous rappelle que l'Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus de Saint-Pédis se tient le mardi 13 mai, c'est à 19h au Centre communautaire de l'Endroit. Il y aura d'ailleurs élection à 4 postes au conseil d'administration. Saint-Siméon, maintenant, le Club des 50 ans et plus, on tient l'Assemblée générale annuelle aussi, là, le 14 mai, le lendemain, à 19h30 à la salle municipale de l'Endroit. Donc, Club 50 ans et plus de Saint-Siméon, 14 mai, le mercredi, 19h30. Soirée dansante au Club des 50 ans et plus, l'amicale de Passepébiac cette fois-ci, le samedi 17 mai à 21h. On vous rappelle que le local est situé au 18 2e Avenue Est. Il y aura une disco sur place et c'est 5 $ l'entrée. Réunion régulière des Chevaliers de Colomb de Caplan le lundi 19 mai à 19h à la salle communautaire, soit derrière l'église. Il y aura aussi une vente de garage du côté de Saint-Godefroy, une vente de garage au profit de l'Église. Ça va se passer le 24 mai entre 9h et 15h30 et le 25 mai entre 9h et de 9h à 16h plutôt au sous-sol de l'Église de l'Endroit. Des infos là-dessus, appelez Suzanne au 752-26-13 ou Laurette au 752-70-26. Et finalement, le comité organisateur de la Petite Séduction de Port-Daniel-Gascon invite toute la population de la municipalité à une réunion très importante le mercredi 21 mai, 19h à l'église de Port-Daniel. À noter que l'équipe de production de la Petite Séduction sera de la Réunion. Alors, si vous voulez être bénévole justement là, pour l'activité, c'est là qu'on va pouvoir s'inscrire et aussi avoir l'opportunité de voter pour la personnalité du village. Donc, Petite Séduction à Port-Daniel, Réunion, le 21 mai, mercredi, 19h à l'église. Alors voilà, c'est tout pour vos invitations et c'est tout pour la saison 2013-2014 d'Info Plus. Merci beaucoup d'avoir été là semaine après semaine. Merci à tous mes précieux collaborateurs. Merci à l'équipe, plus particulièrement Marc Duguay, Éric Robert-Joseph, avec qui j'ai travaillé beaucoup, Colette Dow à la direction, Laurie du côté de la comptabilité du secrétariat. Merci beaucoup. On se retrouve cet automne. Passez un bel été.